Je suis rattaché au service, prévention des déchets et économie circulaire et donc je suis chargé de mission économie circulaire. Donc mon objectif à moi, c'est d'aller un petit peu au-delà des déchets qui est le cœur de notre métier au Sitcom pour, essayer de sensibiliser ou d'accompagner les changements sur le territoire pour, changer nos modes de consommation, nos modes de production pour justement, réduire ces déchets, limiter les gaspillages. Le but de l'économie circulaire, c'est d'économiser nos ressources et de faire aussi avec les ressources, qu'on a localement. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je vous embarque au Sitcom pour faire la connaissance de Florian Chabot. Bonjour Florian. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va très bien. Merci d'être en micro. Pour te présenter en quelques mots, tu es chargé de mission en économie circulaire au Sitcom Sud des Landes. Donc le Sitcom, en 3 mots, parce que tu vas nous expliquer plus tard ce que c'est. C'est le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. C'est bien ça ? C'est ça, jusque-là c'est bon. Donc tu m'avais contacté au printemps dernier parce que tu animais pour la 2e édition le défi sobriété heureuse dont tu es à l'initiative. Et avant que tu nous en dises peut-être un petit peu plus sur et le Sitcom et le défi, est-ce que tu veux bien te présenter à nous raconter ton parcours, qui tu es, Florian ? Oui, donc je m'appelle Florian Chabot. Je suis en poste au Sitcom depuis un peu plus de 3 ans. Et du coup, avant ça, donc moi je suis pas trop originaire de ce territoire du sud des Landes. Je suis originaire du Limousin à la base. Donc je viens d'une ville qui s'appelle Saint-Junien entre Limoges et Angoulême, où j'ai grandi jusqu'au lycée. Je suis parti ensuite au moment des études supérieures. Donc j'ai fait une formation d'ingénieur en chimie industrielle, qui m'a pris 5 ans du coup, suite à laquelle j'ai un petit peu travaillé dans l'industrie chimique, mais très vite je me suis rendu compte que c'était pas trop fait pour moi, le milieu industriel, la chimie non plus ne me passionnait pas, et donc je me projetais pas faire toute ma vie là-dedans. Donc j'ai très vite changé de voie. J'ai pris un peu de recul sur tout ça, et donc je me suis réorienté. J'ai fait une formation d'éco-conseiller, ça s'appelle, qui est un master spécialisé. Donc c'est une formation d'1 an qu'on fait après un master, et donc j'ai suivi ça à Strasbourg, et donc ça m'a permis de me réorienter vers les métiers de la transition écologique pour accompagner des projets en lien avec la transition. Et donc c'est suite à ça du coup que j'ai pu j'ai eu une première expérience dans une association qui s'appelle les Carrioles Vertes dans le Pays Basque. Donc déjà à ce moment-là, j'ai fait le choix de me rapprocher un petit peu de la côte atlantique. C'était un choix de vie aussi, parce que le territoire me plaisait beaucoup, et voilà, j'avais l'habitude d'y venir en vacances. Et donc j'ai travaillé dans cette association donc qui sensibilise et fait des formations autour du sujet du compostage. Et donc ensuite j'ai postulé, il y a eu une ouverture de poste au Sitcom à laquelle j'ai postulé, et donc je suis arrivé au Sitcom en 2022 en tant que chargé de mission économie circulaire. T'as fait un sacré virage de la chimie industrielle à la transition écologique. Prise de conscience, en fait, une fois que tu as été en poste pendant tes études, t'as pas eu cette conscience-là que ça ne te convenait pas? Ouais, en fait, mes études, j'ai suivi un peu ce qui me plaisait. Enfin, j'aimais les matières scientifiques, j'aimais la science, la physique et tout ça.
Et j'ai suivi un petit peu le cadre scolaire, sans chercher peut-être, au-delà aussi. Et ça restait un milieu intéressant où, je pense que même avec un engagement environnemental, c'est quand même possible de faire des choses, dans le milieu de la chimie. Mais voilà, c'était le milieu industriel. Moi, j'avais besoin d'être plus proche, des gens, plus proche de la vie quotidienne, quoi. Et donc j'ai voulu un peu, me changer de cap pour, sortir de l'industrie et voilà, être dans des projets plus concrets qui pour moi avaient plus de sens. En même temps, c'est cette expérience-là qui t'a permis d'avoir ces prises de conscience Mmh. et de rebondir pour faire cette formation d'éco-conseiller. Ouais, c'est ça. Et puis oui, c'était pas du tout, des années de perdu parce que, l'expérience de la formation d'ingénieur, elle est aussi très très valorisante et elle apporte aussi beaucoup de rigueur, de méthode et ça je l'ai pas perdu par la suite. Mais oui, ça m'a conforté, ça m'a donné envie, d'aller voir aussi, d'autres expériences, ouais. Et quand on parle d'éco-conseiller, en fait, c'est-à-dire? Ouais, Parce qu'on ça accole des échos un partout. peu partout, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et ouais, conseiller en écologie, on va dire. Donc c'est une formation qui est assez vieille. Moi, j'étais de la promotion 32, donc sachant que je l'ai fait en 2020-2021. Donc Ah oui. voilà, ça date des années 80-90, la formation, qui est née à Strasbourg pour, former des personnes aux métiers, liés à l'environnement. Donc elle a pas mal évolué la formation et donc le métier actuel, c'est vraiment, accompagner la transition écologique, que ce soit dans des entreprises ou, là c'est plus, de la RSE, dans des associations environnementales, sociales, voilà, c'est pas que l'environnement non plus, la transition écologique, et aussi en collectivité. Donc il y a pas mal de débouchés dans les collectivités, les, communautés de communes, les métropoles, la région, les départements, voilà. C'est vrai que la formation est très ancrée, autour de Strasbourg et dans le Grand Est, donc là-bas, c'est très connu. Il y a des éco-conseillers un peu partout, à tous les postes, dans les collectivités, les entreprises et tout ça. Et ici, dans le Sud-Ouest, c'est un peu moins connu, donc Oui, parce qu'en regardant un petit peu ton profil, sur les réseaux pour tout te dire, j'ai découvert pour ma part éco-conseiller et je pensais que c'était un nouveau métier comme on est dans cette, dynamique-là. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps l'éco-psychologie puisque j'étais psychologue. Pour moi, voilà, je me suis dit: «Tiens, on accole des échos partout», mais tu me dis ça fait une trentaine d'années que ça existe. Alors peut-être que ouais. ça a mis du temps pour arriver jusque dans le sud-ouest? Ouais, ouais, pourtant il y a d'autres éco-conseillers. Du coup, on est un petit réseau, on se connaît avec les anciennes promos. Et oui, il y a quelques éco-conseillers qui sont déjà là dans les Landes et avec qui je suis en contact, un peu, sans le vouloir, mais par le biais du travail. On a aussi des postes, chacun, qui ont des liens entre eux, donc je suis en contact avec d'autres éco-conseillers, ouais. D'accord. Mmh. Aujourd'hui, tu es donc au sitcom. Tu peux nous présenter ce que c'est le sitcom? Parce que comme je te disais en aparté, ce n'est pas uniquement une déchetterie, Non, comme on pourrait se l'imaginer, pas du tout, c'est beaucoup plus complexe et complet que ça. ouais. Ouais, Donc le Sitcom Côte-Sud-des-Landes, on est un syndicat de collecte de traitement des déchets. Donc ce type de structure, il y en a un petit peu partout en France. Donc nous, on représente un territoire de 76 communes sur la côte sud des Landes, comme son nom l'indique. Donc ça représente environ 180 000 habitants à l'année. Et on a la particularité d'avoir un territoire très touristique. Et donc là, typiquement, au mois de juillet-août, la population double quasiment. Donc ce qui veut dire qu'on collecte, beaucoup plus de déchets. On a besoin du coup de recruter aussi des saisonniers, des agents, spécifiques pour cette période. Et donc nous, on gère, tout ce qui est la collecte des déchets, donc les conteneurs, les points de tri, les déchetteries aussi. Donc on gère 22 déchetteries sur le territoire. Et on a des installations de traitement des déchets. Donc l'unité de valorisation énergétique qui est à Bénesse-Marennes, qui est là où les ordures ménagères sont incinérées pour produire de l'énergie, de l'électricité qui est ensuite réinjectée sur le réseau. Et on a aussi une grosse plateforme de traitement des déchets, également sur le même site de Bénesse-Marennes, où on valorise les déchets verts collectés en déchetterie pour faire du compost. On valorise les déchets inertes pour faire du sable, des concassés mixtes qui peuvent être réutilisés pour faire dans le secteur du BTP. qu'est-ce que tu appelles déchets inertes? Déchets inertes, c'est les gravats qu'on jette en déchetterie. Qui est gravat, ça va être filtré, criblé, et en fonction de la granulométrie des déchets, donc de la taille en fait du déchet, le plus fin, ça va être du sable qui peut être réutilisé dans le secteur de la construction, et plus épais, c'est des concassés qui sont aussi criblés pour pas que ce soit des trop gros morceaux,
qui sont aussi utilisés dans les secteurs du BTP pour faire des remblais des routes et tout ça. Oui, tu dis, ça regroupe 76 communes, c'est-à-dire sur le sud des Landes? Ouais, C'est non. quoi le secteur, par exemple? Là, Donc, on est donc à Bagnères-Marennes, qui est dans le sud des Landes. ouais. Donc on va le plus au nord qu'on va, c'est Saint-Julien-en-Born, donc la plage de Contis-Plage si on regarde au niveau de la côte atlantique. Le plus au sud, c'est Tarnos, la limite avec le Pays basque. Et ensuite, on va jusqu'à Peyrehorade à l'est. Et on a aussi le Grand Dax, qui est l'agglomération du Grand Dax, qui est sur notre territoire, pour lesquels on ne gère pas la collecte des déchets, mais par contre, on gère le traitement des déchets. Et donc sur le reste du territoire landais, il y a un autre sitcom, par exemple, qui va gérer les autres communes, les autres déchetteries, et cetera, c'est ça? Voilà, Ouais. donc ça s'appelle pas toujours Sitcom. Il y a donc au nord, c'est le Sivom du Born pour syndicat de valorisation des ordures ménagères. Il y a aussi le Sietom de Chalosse. Il y a le Sictom du Marsan, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu toujours des noms un peu différents, mais voilà, c'est toujours la même forme d'un syndicat de déchets qui gère selon la répartition des compétences avec les collectivités, soit que le traitement des déchets, soit à la fois la collecte et le traitement des déchets. Oui, vous n'avez Ouais. pas forcément la même activité Ouais, pas sur exactement chaque la site? Ouais. pas exactement les mêmes activités, pas les mêmes installations de traitement, en fonction des choix politiques aussi qui ont été faits dans le syndicat au fil de son évolution. Et toi, plus concrètement ou plus précisément, qu'est-ce que tu y fais au sitcom? Donc moi, je suis rattaché au service, prévention des déchets et économie circulaire, et donc je suis chargé de mission économie circulaire. Donc mon objectif à moi, c'est d'aller un petit peu au-delà des déchets qui est le cœur de notre métier au sitcom pour, essayer de sensibiliser ou d'accompagner les changements sur le territoire pour, changer nos modes de consommation, nos modes de production pour justement, réduire ces déchets, limiter les gaspillages. Le but de l'économie circulaire, c'est d'économiser nos ressources et de faire aussi avec les ressources qu'on a localement. Tu peux nous expliquer comment toi tu agis, sensibilises, concrètement, tu fais quoi, par exemple, en fait? Donc, le sitcom, on a bâti, depuis que je suis arrivé, tout un plan d'action autour de l'économie circulaire. Donc on a appelé ça le PASTEC pour, plan d'action du sitcom pour la transition vers une économie circulaire. C'est un nom qui se retient facilement. Et du coup, on a différentes actions qui sont dirigées un petit peu, vers nos différentes cibles, nos différents publics qu'on a sur le territoire. Donc que ce soit on accompagne à la fois les collectivités, les entreprises, les citoyens et nous-mêmes, le sitcom, en lien avec nos activités, on a plein de leviers d'action pour, développer l'économie circulaire. Et donc moi, mes missions, ça va être, de mener différentes actions. Donc je peux, en citer, quelques-unes, par exemple. Donc, pour les collectivités, on accompagne des communes, sur notre territoire. Donc on fait un petit état des lieux de leurs activités, de la façon dont elles fonctionnent. Donc il faut savoir que les communes, elles gèrent beaucoup de choses. Elles gèrent, les écoles, elles gèrent les espaces verts, elles gèrent les cimetières, elles ont des locaux, des salles de spectacle et tout ça. Et tout ça, ça génère des déchets. Il y a du tri des déchets qui est pas toujours bien mis en place. Il y a aussi des réglementations, de plus en plus strictes. Par exemple sur les cantines, elles ont l'obligation de ne plus utiliser de contenants ou d'emballages en plastique à usage unique. Donc ça, c'est des réglementations assez nouvelles, sur lesquelles nous, on les accompagne à se mettre en conformité avec la loi ou à aller encore plus loin en développant, d'autres thématiques, je sais pas, donner les invendus alimentaires, par exemple, de la cantine, tout ce qui est, produit mais qui n'a pas été consommé, plutôt que ça soit jeté, quelle solution on peut avoir sur le territoire pour que ça soit valorisé? Donc c'est assez vaste, Ouais, assez c'est diversifié, très effectivement, et diversifié, ouais. intéressant aussi, j'imagine, de pouvoir réfléchir à Et ouais, c'est hyper enrichissant et là-dedans, du coup, il y a beaucoup d'humains aussi parce que, derrière toutes ces thématiques, c'est, voilà, des gens qui gèrent tout ça et il faut réussir à les mobiliser aussi, à les convaincre que c'est important d'agir, que voilà, qu'il y a d'autres territoires aussi, montrer, d'autres actions qui existent déjà et que ça peut se faire ailleurs, donc on peut le faire ici aussi et oui, voilà, donc ça demande, pas mal d'échanges et voilà, de liens avec les gens, ouais. créativité aussi, j'imagine? Ouais, moi j'aime bien, c'est quelque chose qui me parle, la créativité, essayer d'innover aussi et de voir les choses d'une manière un peu différente
pour donner envie d'agir et que ce soit pas que de la contrainte aussi, mais qu'on se rende compte que on a aussi à y gagner à faire des choses positives, quoi. Alors, tu donnes l'exemple des cantines sur le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a comme solution ou alternative, par exemple, qui a pu être mise en place ou qui serait à mettre en place, par exemple? Il y a différentes petites solutions sur le gaspillage alimentaire. Déjà la réservation des repas, c'est un premier gros levier. Savoir qui mange à la cantine, combien d'enfants mangent à la cantine. Maintenant, c'est assez systématique, je pense, dans les cantines de demander aux enfants qui mangent, pour pouvoir quantifier les repas en fonction. Il y a aussi, alors ça c'est plus dans les selfs, où du coup on prend les plats à la chaîne. Souvent le pain est en premier dans les selfs et en fait on prend le pain sans savoir ce qu'on va manger après et donc c'est plus logique de le mettre à la fin. Comme ça on sait ce qu'on a déjà pris et on sait en fonction de des plats qu'on a pris, est-ce qu'on a besoin de pain ou pas. Voilà. Il y a aussi d'autres petites actions de sensibilisation. Des fois il y a des gâchimètres de pain qui sont installés, là c'est à la fin, une fois qu'on a fini de manger. On jette ces restes alimentaires et le pain est mis dans un contenant spécifique un peu en forme d'éprouvette graduée et donc ça permet de mesurer chaque jour le pain qui a été gaspillé pour sensibiliser et pour donner envie de le réduire chaque jour. En fait, c'est réintroduire du bon sens. Oui, c'est ça, hein. Le gaspillage alimentaire, c'est une aberration. On a produit de la nourriture pour la jeter, donc ça fait plaisir à personne et je pense que c'est assez choquant de voir certaines images, certaines poubelles remplies d'aliments ou à la sortie des cantines, jeter des barquettes entières de nourriture qui vient juste d'être produite. Donc oui, il faut juste retrouver du bon sens et ne pas se résigner à voir ce gâchis sans rien faire. Et les équipes que tu accompagnes, par exemple, comprennent tout à fait la démarche, c'est presque un eureka, mais oui, bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Elles acceptent bien tous les changements que vous proposez ou vous travaillez avec elles peut-être? Oui, oui, donc c'est une action qu'on lance là, donc on n'a pas encore accompagné beaucoup de communes, mais on l'a lancé sur la commune de Tarnos cette année et les équipes étaient vraiment très réceptives à ça et même moteurs. Moi j'arrivais avec des propositions d'action et elles avaient encore d'autres idées avec leur point de vue du terrain aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc pour le cas de Tarnos, c'est très intéressant parce que la ville est vraiment dynamique là-dedans et on sent qu'il y a la volonté d'avancer et c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'agir dans ce contexte. Est-ce que c'est pour ça que tu as organisé le 2e défi de la sobriété heureuse à Tarnos cette année? Oui, c'est en partie pour ça, oui, parce que cette ville est très dynamique, elle a envie de bouger. Il y a un beau bassin de population aussi, donc c'est un bon endroit, ça a été un bon endroit pour organiser le défi sobriété heureuse, ouais. Alors, c'était quoi ce défi? Parce que c'était donc la 2e édition. Il y en avait une première l'année dernière à Souston. Tu nous présentes ce défi, c'est toi qui l'as initié ou il y avait déjà d'autres initiatives comme ça par ailleurs? Alors le défi sobriété heureuse tel qu'on l'a appelé, ça vient de nous, du sitcom et de moi plus particulièrement qui ai proposé ce thème et ce nom et du coup c'est une des actions de notre plan d'action donc du PASTEC, donc qui est une action dirigée plutôt vers les citoyens et l'idée c'est d'accompagner un groupe de citoyens dans une démarche de sobriété autour d'un programme de temps fort qui se déroule sur une durée de 3 mois environ. Et donc pendant 3 mois, on vient les accompagner, leur proposer des rencontres sur des thématiques de la vie quotidienne. Donc que ce soit l'alimentation, la consommation, le rapport au numérique. On a une rencontre qui s'intitule Détox digital où on vient un peu remettre en question notre rapport au numérique. Sur le sujet de la mobilité aussi, voilà. Et donc l'idée c'est de les accompagner de manière positive en leur montrant que des alternatives existent, que voilà on n'est pas figé dans un modèle, mais qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. En faisant intervenir aussi les acteurs locaux qui sont engagés sur le territoire, il y a plein de solutions juste à côté de chez nous dont on n'a pas forcément connaissance. Et donc tout ça, ça permet de partager, de créer du lien aussi entre les gens et voilà, d'apprendre de nouvelles alternatives. Comment tu définirais la sobriété et la sobriété heureuse? C'était Alors d'ailleurs une des questions que tu avais posées au premier atelier, tu nous avais fait travailler là-dessus. oui, c'est vrai. Oui. Auquel tu avais participé Oui, assidûment. je n'ai participé qu'au premier. Je m'étais inscrite à d'autres et puis bon,
Voilà, la vie a fait que je ne suis venue qu'au premier, mais Ouais. ouais. Donc la sobriété, il y a une définition assez officielle, on va dire, qui est proposée par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. La sobriété, c'est une démarche en 3 étapes. Donc la première, c'est de questionner son besoin, de s'interroger sur ce dont on a vraiment besoin. Et ensuite, d'essayer de trouver des solutions pour satisfaire ce besoin en limitant le plus possible notre impact sur l'environnement. Donc c'est là où il faut être conscient aussi de ce qui produit le plus ou le moins d'impact. Ça nécessite parfois de se documenter un petit peu, voilà, sur savoir ce qui est impactant pour l'environnement. Et tout ça, ça doit nous amener, donc la troisième étape, c'est à faire évoluer nos modes de vie. Donc c'est pas juste opter pour une solution plus efficace, une solution technologique plus efficace, mais qui va pas nous faire changer nos modes de vie. Par exemple, si on a une maison qui est mal isolée et qu'on opte pour une meilleure isolation, on va avoir réduit l'impact sur l'environnement parce que du coup on a besoin de moins consommer d'énergie. Mais par contre, si on continue de chauffer à la même température, en fait, on n'a pas vraiment changé nos modes de vie parce que pour nous, ça change rien. C'est juste, on chauffe toujours à la même température. Donc là, c'est plus de l'efficacité que de la sobriété. La sobriété, par contre, ça va être, je chauffe actuellement ma maison à 21 degrés. En fait, dans une démarche de sobriété, je décide de la chauffer moins à 19 degrés. Et donc là, je fais un peu évoluer mon mode de vie. Ça change un petit peu mon confort. Mais voilà, c'est une approche volontaire pour réduire notre impact sur l'environnement. Comment ça a été reçu par les participants, ce défi? Donc il y a eu plusieurs thématiques, peut-être sur lesquelles on reviendra après, mais tu dirais quoi? Parce qu'il y a eu quand même 3 mois. Ça a laissé le temps peut-être à chacun de réfléchir, peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes ou changer un mode de vie. Ouais. C'était quoi le bilan de ceux qui ont participé plus assidûment? Du coup, c'est les gens qui ont participé étaient intéressés aussi par les différentes thématiques. Donc, quand on a parlé alimentation, c'est ce qui a le plus mobilisé. Les gens étaient très intéressés par le sujet. Et ça leur a plu, je pense, d'expérimenter parce que nos rencontres, elles sont très orientées sur la pratique. Donc, ils ont pu apprendre aussi de nouvelles choses. Donc là, typiquement pour le cas de la rencontre alimentation, on a parlé beaucoup de cuisine végétarienne, voilà, d'essayer de réduire notre consommation de viande, mais que ce soit pas quelque chose de contraignant, mais qu'on prenne plaisir à manger des bons plats végétariens. Et donc on leur a appris avec l'aide de la cuisine centrale de Tarnos, là, qui est intervenue pour proposer des cours de cuisine végétarienne. Donc ils ont appris à faire des recettes végétariennes. C'était des spaghettis aux lentilles corail. Et ça a été très bien reçu. Du coup, on a sorti la fiche recette suite à la rencontre et il y en a pas mal qui se sont amusés à le refaire chez eux. Il y a eu aussi une recette de gâteau au chocolat à base d'haricots rouges qui a eu beaucoup de succès et je sais qu'il y a une participante qui l'aime beaucoup et qui l'a fait régulièrement chez elle. Donc voilà, c'était des rencontres assez concrètes et les gens ont pu repartir avec des choses pour chez eux. La connaissance aussi de nouvelles initiatives, de solutions locales. Et voilà, c'était enrichissant pour eux. Et ce qu'ils ont apprécié aussi, je pense, c'est le lien social, c'est le fait de le faire collectivement. Pour la rencontre alimentation, il y avait une 50aine de personnes, c'était hyper dynamique, les gens étaient joyeux. En plus, il faisait beau, on avait de la chance, on était en partie en extérieur et il faisait grand soleil. Donc nous, on essaie aussi de faire en sorte que ce défi, que ce soit des moments joyeux, partagés, et où on s'amuse aussi. Donc. Est-ce que l'idée, c'était pas juste d'apporter des informations? Même la détox digitale, j'avoue, je ne l'ai pas fait parce que je sais à quel point moi je suis dépendante. Mais l'idée, c'était quand même d'apporter des informations et aussi de faire pratiquer les gens. C'est-à-dire que là, tu parles de l'atelier sur l'alimentation durable. C'était pas qu'un apport d'informations. Vous leur avez fait mettre les mains dans la pâte, préparer à manger, peut-être même goûter sur place ce que vous aviez préparé. Exactement. Ouais. Et oui. Donc sensibiliser jusqu'au bout. Ouais. En termes de pédagogie, je pense que c'est plus efficace si on veut faire passer un message de passer par la pratique que juste d'avoir des informations descendantes. Donc c'est ça qu'on a essayé de démontrer aussi lors de la rencontre consacrée à la réparation, par exemple, où on a pris d'abord un premier temps pour parler aussi des solutions en lien avec la réparation. Il y a le bonus réparation qui est mis en place par l'État pour
pour économiser quand on fait appel à un réparateur, ça nous déduit un certain montant de notre facture. C'est quoi ce bonus Voilà. réparation? Non, c'est des petites choses qui sont mises en place et qui sont pas forcément connues. Donc sur certaines catégories d'objets, donc c'est plutôt les équipements électroniques, tout ce qui va être portable, mais aussi l'électroménager. Maintenant, ça existe aussi sur les vêtements. Et ben quand on va chez des réparateurs qui sont labellisés par l'État, il y en a une réduction immédiate sur notre facture. Donc moi, par exemple, j'ai fait appel à un réparateur labellisé pour réparer mon lave-linge. Le prix de la réparation m'aurait coûté 100 € sans l'aide de l'État. Et donc là, j'ai payé que 75 € parce qu'il y a une réduction de 25 € pour les réparations de lave-linge. Donc c'est une aide qui existe sur différents types d'appareils et dont le montant varie en fonction de l'appareil. Et tu dis que ça s'appelle comment? Bonus réparation? Bonus réparation, ouais. Ok. Le bonus réparation, vous allez chercher sur Internet et vous avez la liste des réparateurs labellisés autour de vous. Il y en a un peu partout. Il y a maintenant les grosses chaînes, les Darty, les boulangers qui s'y sont mis et qui sont souvent labellisés pour pouvoir faire réparer chez eux. Ouais. Donc c'est la fin de l'obsolescence programmée. Ouais, en tous les cas, c'est un bon pas là-dedans. Et, Il y a une conférence qui te tenait à cœur que tu as organisée avec Timothée Paric. Inventer une économie qui rassemble. Qui nous rassemble. Ouais. Qui nous rassemble. Ouais. Tu as noté qu'il y avait 140 personnes de présents. Ouais, c'est ça, il y avait 140 personnes, mais on était en limite de capacité de la médiathèque de Tarnos. Là, on a atteint la limite. Il y avait encore d'autres personnes qui souhaitaient s'inscrire, mais on a dû restreindre. Et oui, ça a attiré beaucoup de monde parce que Timothée Paric, c'est une figure qui commence à être connue aussi dans l'écologie. Alors tout le monde ne le connaît pas encore, mais c'est quelqu'un d'assez précurseur sur le sujet de la décroissance. Donc c'est son cœur de métier, on va dire, la décroissance. Donc c'est un économiste qui a fait une thèse autour de ce sujet-là. Il a sorti un livre qui s'appelle Ralentir ou périr aussi, qui a eu beaucoup de succès. Et donc, il vulgarise très bien, il explique très bien le fonctionnement de l'économie, qu'on nous présente souvent comme l'objectif de l'économie, c'est de faire grimper le PIB. Lui, il a une approche tout à fait différente où il essaie de montrer que l'économie, elle doit en prendre en compte aussi pas que l'argent, pas que les euros, mais aussi tout ce qui est les impacts environnementaux qu'on ne prend pas en compte souvent quand on construit des choses ou quoi, on prend pas en compte tout ce qu'on fait payer à notre environnement. Et donc le sujet de la décroissance, c'est quelque chose, je pense, qui est de plus en plus présent dans les discussions. Et moi, je vous laisse regarder une conférence YouTube de Timothée Paric pour mieux connaître, mais il exprime ça avec beaucoup de... il vulgarise très bien, il explique très bien le sujet, et c'est vrai que ça paraît assez limpide et assez simple, finalement, l'économie qui est peut-être à première vue quelque chose d'assez compliqué, quand c'est lui qui en parle, ça a l'air assez simple, et on se demande mais pourquoi est-ce on s'enterre dans ce système alors qu'on pourrait faire différemment. T'étais content qu'ils viennent et qu'ils participent au défi, qu'ils soient présents? Ouais, moi j'étais hyper content, je l'avais contacté sur LinkedIn, j'avais tenté, en sachant qu'il habite en fait à Anglet, il a une résidence à Anglet. Alors lui, il travaille en partie en Suisse, où il poursuit ses travaux de recherche en Suisse, mais il a aussi un logement à Anglet. Donc c'est pour ça que j'ai osé aussi lui demander de venir, en sachant qu'il était pas très loin, et donc il a accepté volontiers. Donc ouais, c'était un très bon invité pour notre défi, un bon ambassadeur. Ouais. C'était aussi assez cohérent finalement par rapport à des thématiques, parce que donc tu avais aussi une thématique sur la mobilité alternative. T'as envie de nous en parler? Oui. Oui, complètement. Timothée, on n'aurait pas voulu qu'il arrive en avion de Suisse, donc c'est pour ça aussi qu'on a pris quelqu'un qui habitait assez proche. Sujet mobilité alternative, oui, on a parlé de toutes les solutions qui existent en alternative à la voiture individuelle, qui reste la solution de mobilité un petit peu privilégiée encore pour se déplacer. Donc forcément, la mobilité, ça dépend toujours des situations. Voilà, on sait, c'est pas toujours facile de prendre le vélo, de prendre les transports en commun, surtout dans le territoire des Landes, qui est un territoire rural, tout n'est pas faisable. Mais voilà, on a essayé de montrer, en tous les cas, pour des gens qui habitent à Tarnos ou dans les communes alentours, il y a des choses qui sont possibles.
Donc là, on était accompagné de plusieurs associations. Donc il y avait l'association Clavette et compagnie qui a un atelier vélo à Tarnos et à Boucau, où ils font de la réparation de vélos, ils sensibilisent aussi pour développer la pratique du vélo. Donc eux, ils sont intervenus pour faire une présentation là-dessus, pour parler aussi du sujet du voyage à vélo, pour inciter les gens à franchir le pas de partir voyager à vélo. Il y avait aussi la coopérative AOPA, qui est une nouvelle coopérative là, qui est au Pays Basque et depuis pas très longtemps à Tarnos, qui propose des voitures en autopartage. Donc c'est le système Cities, là ça appartient au groupe Cities, c'est le même système. Donc ils ont différents véhicules qui sont stationnés au Pays Basque et à Tarnos, et on peut les louer en tant que particulier pour nos usages du quotidien. Et donc l'objectif c'est de se défaire de sa voiture individuelle, de plus avoir à posséder de voiture, en pouvant utiliser ces voitures en autopartage pour nos besoins ponctuels de déplacement. Et donc il y en a une à Tarnos. Ouais. Tu sais ce qu'il en est aujourd'hui? Ça fait quelques mois maintenant qu'elle a été mise à disposition et que le dispositif est en place. Tu sais un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, donc je crois qu'elle est en place depuis avril à Tarnos, et donc elle est au niveau de la résidence Grandola, là, qui est la nouvelle résidence en habitat participatif. Aux dernières nouvelles, donc c'était au moment de l'atelier qui était au mois de juin, elle avait pas beaucoup de succès cette voiture, parce que j'imagine ça nécessite aussi de se faire connaître, de faire de la communication. Et les gens beaucoup de personnes ont aussi leur propre voiture individuelle, donc il y a toujours des freins. Enfin, c'est quelque chose qui est nouveau et aussi qui nécessite d'être un peu massifié, je pense, pour que ce soit vraiment pratique. Il faut que ce soit un système qui soit facilement accessible et tout ça. Pour l'instant, ça a un peu de mal à se lancer, mais voilà, c'est en train de se développer. En tous les cas, AOPA, ça fait assez peu de temps que ça a été créé et c'est en train de se développer. Ouais. Il y avait un autre atelier, Disco Soup. Ouais. Kezako. Ouais, donc c'est une animation qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur particulièrement de faire dans le cadre du défi sobriété heureuse. Donc on essaie dans nos rencontres de mélanger un peu les publics et de pas avoir que des personnes sensibilisées aussi aux sujets environnementaux. Et donc là, du coup, on s'est dit, pendant nos 3 mois du défi sobriété heureuse, il y avait les fêtes de Tarnos qui arrivaient le week-end de l'Ascension. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas l'opportunité justement pour sortir un petit peu de nos rencontres habituelles entre personnes initiées et de se mêler à ce contexte festif pour proposer une animation aussi et essayer de mobiliser autour de cette animation. Donc on a organisé dans le cadre des 10 km de Tarnos, la course à pied, une animation, donc on l'a rebaptisé Disco Ravito parce que c'était un ravitaillement qu'on proposait à l'arrivée du 10 km. Et donc pour ça on a mobilisé des habitants de Tarnos. Donc on a lancé un petit peu un appel auprès des participants du défi et aussi d'autres structures pour leur proposer d'organiser elles-mêmes cette animation. L'idée c'est que nous on soit juste facilitateurs, mais que ça soit elles qui gèrent l'animation. Et donc il y a plusieurs habitants qui ont répondu présent. Il y a des habitants de la résidence Grandola, il y a des compagnons d'Emmaüs aussi qui sont sur Tarnos, qui ont répondu présent. Et donc du coup, l'idée c'était de collecter des fruits invendus chez les commerçants de la ville. Donc des fruits qui auraient été gaspillés en temps normal. Donc ils ont contacté différents commerçants, ils ont collecté les fruits et les ont récupérés la veille de la course. Et donc le jour de la course, on s'est tous réunis pour préparer ça collectivement. Donc on a épluché, on a enlevé tout ce qui était abîmé et tout. Et on avait la centrifugeuse qui était l'extracteur de jus qui était prêté par la cuisine centrale, qui nous a permis de faire un smoothie, un jus de fruits à partir de tous ces fruits. Et donc on a proposé un ravitaillement aux 500, 400 ou 500 coureurs à l'arrivée des 10 km de Tarnos. Donc il fallait envoyer parce qu'il y avait du monde et ils avaient soif. Mais voilà, ça a permis de sensibiliser aussi les participants. On a expliqué notre démarche, que c'était une action anti-gaspi et tout. Et ça a permis de sensibiliser, de s'intégrer à l'événement festif pour parler de sobriété heureuse, même en temps de fête de village. Et pour finir, il y a eu la fresque des nouveaux récits. C'était donc le 13 juin pour terminer le défi. C'était le dernier jour du défi? C'est ça, c'était la clôture du défi, ouais. Ça consiste en quoi pour ceux qui connaissent absolument pas le principe des fresques? Ouais, donc c'est le format fresque qui est
qui a été popularisé avec la fresque du climat. Donc c'est des ateliers d'intelligence collective où on vient par groupe, en général c'est entre 5 et 10 personnes. C'est pour se former sur un sujet. Et là, cette fresque des nouveaux récits, elle est encore plus spécifique parce qu'elle nous permet d'explorer un petit peu les imaginaires et d'écrire collectivement des récits pour se projeter dans d'autres imaginaires. Donc, en fait, la première partie de l'atelier, c'est pour comprendre comment notre cerveau fonctionne, on va dire, et ce qui nous fait, malgré l'urgence climatique, l'urgence écologique, ce qui fait qu'on n'agit pas ou qu'on n'agit pas suffisamment. Voilà, parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de publicité qui incite à consommer, parce que culturellement, on est incité à vivre comme des Américains, à avoir les plus grosses voitures possibles, à posséder les plus grandes maisons possibles et tout ça. Donc, tout ça, c'est un peu une contre-éducation qui fait que on est incité à consommer. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat un petit peu des freins et des blocages qu'il y a, on va dire, dans notre société pour bloquer, voilà, pour limiter le changement, on a essayé de lever tous ces verrous et de voir concrètement comment on peut changer. Et un des meilleurs leviers, c'est d'essayer de se projeter, de s'imaginer une société différente qui fait envie, qui soit désirable et voilà, qui soit durable, qui puisse voilà, permettre de vivre dans les limites planétaires. Et donc c'est ça la deuxième partie de l'atelier, c'est l'écriture collective, donc par groupe de 3-4 personnes. On écrit un récit qui est imaginaire, mais où on se projette du coup en 2050 à Tarnos. Donc il y a eu des récits qui ont été faits sur le sujet de la mode, par exemple, de la fast fashion. En tout cas, l'idée, comme tu dis, c'est d'imaginer la vie qu'on aimerait avoir, voilà, de la projeter Ouais. et de concrètement de savoir qu'est-ce qu'on aurait mis en place en 2025 pour 2050, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Se baser sur des choses qui nous font envie et qu'on a envie de voir émerger. Hmm. Quel bilan tu fais parce que là, on enregistre, on est fin juillet, donc tu as un petit peu de recul aussi sur ces 3 mois de défi. Du coup, le bilan, il est positif. Donc là, on a terminé le défi sobriété heureuse le 13 juin, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et en termes de participation, on est très satisfait. Donc là, c'était, comme tu l'as précisé au début, c'était la deuxième édition du défi sobriété heureuse. La première édition avait lieu l'année dernière à Souston. On avait eu une quinzaine de foyers qui avaient participé, donc ça représentait entre 40 et 50 participants. Et là, du coup, on a fonctionné un peu différemment parce que c'est contrairement à l'année dernière, là, les participants pouvaient s'inscrire à une rencontre plutôt que, enfin, pas forcément à toutes les rencontres, mais voilà, plus rencontre par rencontre. Donc, c'était un peu plus flexible pour les participants. Et donc là, on a eu 200 participants différents au total. Donc en partie grâce à la conférence de Timothée Parric aussi, qui a permis de mobiliser pas mal de monde. Mais en dehors de la conférence, on avait, je crois que c'est 32 participants en moyenne par rencontre. Donc il y avait toujours du monde de présent et ça a été très positif. Ce qui a été chouette aussi, c'est de voir toutes les associations qui se sont mobilisées, tous les intervenants qui sont venus au fil des rencontres. On avait 14 structures différentes qui ont participé aux différentes rencontres. Donc j'en ai cité quelques-unes. Il y avait Emmaüs, il y avait l'atelier Clavette et compagnie, la cuisine centrale de Tarnos, l'association Permaps sur les sujets de l'alimentation. Enfin, je vais pas tous les citer, mais voilà, il y avait pas mal d'acteurs qui du coup sont engagés aussi et qui ont été contents de participer à ce défi, et ça a permis de créer du lien entre eux et de créer du lien aussi avec les participants. Comment t'es venue l'idée de créer ce défi Initialement, initialement? je me suis inspiré de choses qui existaient déjà. Donc ça existait déjà un petit peu, ce format défi sur les sujets des déchets. Par exemple, il y avait des défis famille zéro déchet où l'objectif c'était de mesurer la quantité de déchets qui étaient produits par une famille en une semaine et au fur et à mesure du défi de réduire sa quantité de déchets. Donc je me suis inspiré, on va dire, de ce format. Mais là où j'ai voulu faire un peu différemment, c'est que je trouvais ça
restrictif de voir la vie que par le biais des déchets, ou voilà, d'avoir comme seul objectif de réduire ces déchets. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens qui participent au défi, ils aient une réflexion plus globale et une remise en question aussi un petit peu de leur mode de vie, qui s'interrogent vraiment sur leur mode de vie et qui puissent prendre du recul là-dessus pour voilà, pour essayer d'évoluer, de changer plus globalement de mode de vie et pas juste adopter des petites pratiques ou des petits éco-gestes. Mais voilà. Donc c'était un peu ça l'idée du défi sobriété heureuse. Et puis voilà, essayer de faire ça vraiment dans une idée, voilà, d'amusement, que ce soit des temps conviviaux, et, euh, et que ce soit concret aussi et ancré sur le territoire. Donc que ce soit fait avec les acteurs locaux. L'idée de le faire à l'échelle d'une commune aussi, c'est quelque chose qui avait du sens pour nous, parce que on veut que ça puisse permettre de faire que les participants se rencontrent, des personnes qui habitent un même territoire, qu'elles puissent faire connaissance aussi. Donc voilà, c'est un peu les réflexions qu'on a eues quand on a lancé le défi. Tu es en préparation de la 3e édition, ou tu comptes préparer la 3e édition? On y pense. Donc on n'en est pas encore à ce stade. Là, on est en train de faire le bilan bien complet de cette édition. Donc on se réunit justement là en fin de semaine avec les organisateurs du défi, pour revenir un petit peu sur toutes les éléments de l'organisation et voir ce qu'on peut améliorer, mais dans l'idée de renouveler l'expérience et de se baser aussi sur les choses qui ont moins marché pour essayer de les améliorer. Et donc oui, c'est en réflexion, donc on verra ce qu'il en ressortira, mais on espère, enfin moi j'espère en tous les cas que ça va être reproduit l'année prochaine. Donc sachant que c'est peut-être un peu plus compliqué en 2026, c'est une année électorale, donc on le refera peut-être pas au premier semestre parce que ça risque de se chevaucher avec les élections, ce sera peut-être plus compliqué, mais peut-être au deuxième semestre 2026. Voilà. Tu dis il y a des choses qui ont moins bien marché. Quoi, par exemple? Une thématique? Il y a des choses, ouais. Dans le cadre du défi sobriété heureuse, on essaie d'inciter les gens du coup à adopter de nouvelles pratiques. Et donc pour ça, on leur fait tester des alternatives pendant les rencontres. Et aussi, en dehors des rencontres, on leur lance des petits défis pour qu'ils expérimentent, pour que concrètement chez eux ils expérimentent. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation végétarienne. Le jour de la rencontre, il y avait le cours de cuisine, et en défi, on leur donnait comme défi de reproduire les rencontres qu'ils avaient fait en cours de cuisine chez eux. Donc voilà, pour qu'ils se l'approprient aussi et qu'ils soient prêts à changer leur mode de vie. Et donc ces défis qu'on leur a lancés à la maison, ils ont eu un peu moins de succès, ou on a eu un peu de mal à mobiliser les participants là-dessus. Parce que les participants, ils ont aussi une vie à côté, ils sont aussi occupés par d'autres choses, et bon, ça demande un peu d'effort, et voilà, de prendre du temps aussi pour réaliser ces différents défis. Donc c'est une piste d'amélioration qu'on a. On y a réfléchi aussi à comment réussir à mobiliser des personnes sur 3 mois. Enfin voilà, ça demande du temps aussi. Donc on y réfléchit, et on essaiera de faire mieux l'année prochaine là-dessus. Pourquoi initialement tu t'es intéressé à l'économie circulaire? Ça a été quoi le déclic, s'il y en a eu un? Ouais, moi c'est pas un choix direct que j'ai fait. Enfin, c'est dans le cadre de ma formation d'éco-conseiller, j'étais attiré par différents métiers liés à la transition écologique. Le sujet des déchets, c'est vrai qu'il me parlait peut-être un peu plus que les autres, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez concret qui parle aux gens, qu'on voit tous les jours chez nous, et voilà, ça me paraît être un angle d'attaque assez facile pour parler aux gens. Enfin, souvent quand on parle d'environnement aux gens, si je dis qu'est-ce que tu fais toi pour l'environnement, une des premières choses qu'on cite, c'est moi je trie mes déchets. Donc souvent voilà, c'est ce qu'on a peut-être de plus flagrant devant nous. Donc je trouvais que c'était un bon angle d'attaque pour parler aux gens d'écologie. Mais j'essaie dans mes actions aussi de pas me limiter à ce sujet-là des déchets. C'est ce que je fais dans le cadre du défi sobriété heureuse. On n'a pas parlé que de déchets ou que de consommation et tout ça. On a parlé de sujets plus larges, l'alimentation, la mobilité. Donc je pense moi que c'est qu'il faut avoir une réflexion globale. Mais du coup, nous, le Sitcom, en tant que syndicat des déchets, c'est quand même le sujet de l'économie circulaire qui a plus de lien avec nos compétences. Mais
voilà, je suis attiré par ce sujet-là, mais pas que ça. Après, tu es impliqué quand même dans pas mal d'autres projets bien engagés sur le territoire. J'avais noté quoi? L'association La Fresque du Climat, Benescope, qui est l'épicerie participative donc de la ville où se trouve le sitcom. Ouais. Tu nous racontes un peu tous tes engagements extra-professionnels qui sont très cohérents avec ce que tu fais aussi aujourd'hui. Ouais, pour commencer par la Fresque du Climat, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une association qui a pour but de sensibiliser aux enjeux du changement climatique au travers d'un atelier du même nom, donc qui s'appelle la Fresque du Climat. Donc un atelier de 3 heures où le but c'est de comprendre un petit peu les mécanismes du changement climatique et de connaître nos leviers d'action à notre échelle. Donc ça se fait pour le grand public, ça se fait en entreprise, ça se fait dans les écoles aussi ou auprès des étudiants. Et en fonction des publics, les leviers d'action ne sont pas toujours les mêmes, mais voilà, on essaie d'adapter les discours pour que les gens repartent avec pas juste pas juste en étant déprimés du constat de la situation de l'urgence climatique qui est assez édifiant, mais voilà, de repartir avec des vrais leviers d'action. Donc nous on développe ça, on a plusieurs animateurs dans les Landes, mais sinon l'atelier il se fait partout en France et même maintenant partout dans le monde. Et donc si vous êtes intéressé pour participer à une fresque du climat ou si vous voulez le développer dans votre organisation, vous pouvez nous contacter donc dans les Landes. Et oui, parce que j'ai lu que tu étais le référent en Landes. Oui, c'est ça. Je suis le référent Landes. Bon, ça n'implique pas beaucoup d'engagement, mais oui, je suis le référent des Landes. Ouais. Et la Benescope? Et Benescope, du coup, c'est une C'est un association joli projet, ça aussi. Ouais, ça me tient beaucoup à cœur. Donc c'est dans la ville où j'habite, à Bénesse-Marennes. On a un projet d'épicerie participative, donc qui est né il y a un peu plus de 2 ans. Et donc c'est plusieurs familles de la commune qui se sont rassemblées avec le projet de monter une épicerie associative où on vendrait des produits locaux et donc à des prix très raisonnables, parce que le but c'est d'être en circuit court, donc d'acheter directement auprès des producteurs et de les revendre à prix coûtant. Donc du coup depuis le lancement du projet, le projet a pas mal avancé. Donc on a eu un local avec l'aide de la mairie de Bénesse. Et donc là, ça fait presque 2 ans qu'on est installé en centre-ville de Bénesse, là, à côté de l'école. On a un local, on a pu monter du coup notre épicerie. Et donc on est ouvert 2 jours par semaine, le mardi soir et le samedi matin. Et on vend des fruits et légumes, on vend des œufs, on vend des produits d'épicerie salés et sucrés. Il y a du vrac, il y a des pâtes, du riz, de la viande aussi en précommande, des yaourts. Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse venir faire toutes nos courses dans l'épicerie et qu'on achète du coup des produits locaux et de qualité, parce que on n'a pas que du bio, mais on essaie d'avoir un maximum de produits de qualité. Alors, je pose pas plus de questions parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner la parole sur un autre temps pour raconter peut-être l'histoire plus longuement de l'épicerie pour peut-être inciter d'autres personnes ou inspirer d'autres personnes aussi à créer leur propre épicerie, parce qu'il y en a quelques-unes qui poussent quand même sur le territoire. Donc, oui, il y en a pas mal. Nous, on s'est inspiré de l'épicerie d'Azur, qui est un peu plus âgée que nous et qui se développe bien. Ouais. D'où te vient cette envie de t'engager et de prendre part activement à tous ces projets, puis surtout sur ce territoire qui initialement n'était pas ton territoire de naissance, où tu as grandi? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as envie à ce point d'être en action et d'œuvrer? Moi, je dirais, déjà, ça dépend pas du territoire où je suis. Enfin, j'ai choisi du coup de venir habiter sur la côte des Landes parce que voilà, j'aime la région et tout ça. Et en arrivant ici, je me suis dit que une bonne manière aussi de s'insérer socialement, c'est de se mettre dans ce genre d'associations qui sont autour de projets qui me tiennent à cœur. Et donc moi, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, de créer du lien et tout ça. Et donc typiquement avec mon épicerie Benescope à Bénesse, ça faisait déjà 1 an que j'habitais à Bénesse, j'avais pas rencontré grand monde, et il y a ce projet qui est né et qui m'a permis du coup de rencontrer d'autres familles, d'autres personnes de mon âge de la même commune que moi.
Et voilà, ça a été super de pouvoir créer ce lien avec d'autres habitants. Ouais, c'est un facteur d'intégration et de lien social. Ouais, tout à fait. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui, Florian? Je dirais que moi, j'ai envie d'accompagner les changements de pratiques, d'accompagner les changements pour faire émerger un monde plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des humains aussi. Et donc du coup, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de faire changer un petit peu les mentalités, voire de bousculer un petit peu les mentalités en montrant que c'est possible de vivre différemment et d'accompagner les personnes pour voilà, essayer de vivre un peu, être plus respectueux de notre environnement. Et si je te posais la question des valeurs, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi tes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Je pense la coopération. Moi, ce qui me tient à cœur aussi dans mes actions et dans le défi sobriété heureuse, c'est de créer du lien entre les gens et de les inciter à collaborer entre eux et aussi de lutter contre l'individualisme. Je pense que dans notre société, c'est un ressentiment, mais je trouve qu'on est de plus en plus individualiste aussi. Voilà, on vit avec, on habite dans des résidences, on connaît pas forcément ses voisins et tout ça. Et moi, j'essaie de créer du lien et de montrer qu'on peut partager des choses parce que le fait de coopérer, ça nous apporte aussi des choses collectivement, de pas se replier sur soi, mais voilà, de vivre avec les autres. Je pense que c'est comme ça qu'on peut être plus résilient aussi et voilà, rien que se rendre service. Enfin, si je donne l'exemple de ma résidence, là, on a justement, j'ai essayé d'impulser ça, de coopérer, enfin, en tous les cas, d'apprendre à se connaître. On organise tous les ans une fête des voisins qui permet, voilà, de se connaître entre voisins et de sympathiser, ou voilà, même si on est différents, au moins d'apprendre à se parler. Et ouais, il y a toujours des différends, des conflits dans le voisinage, mais le fait de se connaître, je pense que ça a changé un petit peu l'approche, où on voit pas juste l'autre comme quelqu'un de différent, mais vu qu'on le connaît un petit peu, on sait comment on peut lui parler, ou on sait qu'on n'est pas obligé de lui crier dessus la première fois, mais qu'on peut aller lui toquer à sa porte et expliquer les choses calmement s'il y a quelque chose qui nous gêne. Ou si tu as besoin d'un paquet de farine que tu peux aussi aller Ouais, voilà, solliciter parce qu'il va te il y a aussi dépanner. tout ça pour ouvrir le portail automatique qui est souvent fermé, voilà. Il y a plein d'autres services que ça peut rendre, ouais. Est-ce que tu avais noté d'autres valeurs? J'ai aussi pas mal de. Moi, j'aime beaucoup je fais beaucoup de sport, et une de mes valeurs, c'est le dépassement de soi. C'est d'aller chercher un petit peu les limites et voilà, de faire des efforts et de se prouver aussi à soi-même qu'on peut aller loin, qu'on est capable de faire plein de choses avec notre corps, qu'on n'est pas juste limité à faire 30 minutes de marche par jour, mais notre corps, il peut nous apporter, nous faire plein de choses. Oui, je fais du sport au quotidien, du vélo, de la course à pied, et ouais, c'est une valeur qui me tient à cœur. C'était quoi ta dernière course? Ma dernière course à pied? Oui. C'était les 10 km de Bénesse-Marennes, le premier week-end de juillet pour les fêtes de Bénesse. Ouais, voilà. Je vois que tu as tes petites notes. Est-ce qu'il y avait encore une autre valeur ou on passe à la question suivante? J'avais parlé aussi de l'amusement, ou enfin, j'essaie dans tout ce que je fais, que ce soit au travail ou au quotidien, même si on touche à des sujets sérieux, j'essaie de le faire avec bonne humeur et avec légèreté aussi, pour pas se prendre trop au sérieux aussi. Et je pense que si on a envie que les gens changent, de donner envie aux gens de changer, il faut montrer que nous, ça nous rend heureux et ce qu'on fait, ça nous apporte du bonheur. Donc j'essaie au quotidien, au travail, c'est pas toujours facile, hein, je vais pas vous dire que je suis toujours hyper joyeux et tout, mais voilà, j'essaie de faire tout ça avec légèreté, pas de me prendre trop au sérieux aussi dans tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Florian? C'est la séquence émotion. Ah là. Petit Florian. Moi, j'étais un enfant, j'ai une belle enfance, hein, je me plains pas du tout. J'aimais le sport, je faisais des sorties avec les copains dans plutôt à la campagne. Et je lui dirais juste de profiter,
de pas se poser trop de questions. Enfin, je pense que l'enfance, c'est le moment où il faut profiter, il faut vivre plein d'expériences. Donc, je lui dirais juste de dire oui à toutes les expériences qu'on propose, de pas se mettre de barrières et de profiter de tout ça parce que c'est ça qui forge aussi notre caractère et voilà ce qu'on deviendra plus tard. Pourquoi tu prends la parole aujourd'hui, Florian? Je prends la parole parce que, je l'ai dit dans ma raison d'être, moi j'ai envie d'accompagner les changements, d'accompagner le changement de notre société et les changements individuels des personnes. Et j'espère peut-être qu'avec mon témoignage, je puisse inspirer peut-être des personnes ou leur donner des indications, des billes pour changer de manière individuelle aussi. Et voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui se remettent en question, qui remettent en question leur travail et tout ça. Et voilà, moi, je suis content de témoigner sur un changement personnel que j'ai fait dans mon travail et qui me rend heureux aujourd'hui. Enfin, je suis fier de mon poste actuel et de ce que je fais au quotidien, même dans ma vie personnelle. Et voilà, j'espère que inciter les gens aussi à franchir le pas. Souvent, on reste un peu bloqué, on n'ose pas, même si on a envie, on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Et moi, j'incite les gens à sortir de leur zone de confort et j'espère que ça puisse faire passer des messages. Alors, tu sais ou pas que j'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde, Florian? Pour moi, le nouveau monde, c'est un monde qui serait basé sur l'entraide, la coopération, où on serait peut-être un peu moins solitaire, mais on formerait des collectifs qu'on dépende peut-être un peu moins de technologie ou de toute la complexité qui fait notre monde actuel, mais qu'on se recentre sur des valeurs plus simples et sur le vivant, sur notre environnement, qu'on remette un petit peu les mains dans la terre aussi et qu'on se confronte à ce qui fait qu'on est heureux au quotidien et ce qui nous fait vivre aussi au quotidien. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de se recentrer sur ces valeurs-là, sur l'humain, sur l'environnement, le rapport aux autres. Voilà comment j'imagine mon nouveau monde. Et comment est-ce que toi tu penses que tu apportes ta petite pierre à l'édifice? Moi, j'essaie de faire prendre conscience aux gens de l'urgence ou de la nécessité de changer, de basculer vers ce nouveau monde sans vouloir être catastrophiste, mais il faut aussi alarmer et voilà, alerter un petit peu sur ce qui se passe et voilà, montrer qu'il y a besoin d'un changement et c'est pas juste un petit changement, mais voilà, qu'il faut être aussi faut savoir être aussi assez radical et montrer que l'urgence elle est là et il y a besoin de se remettre en question et j'espère montrer aussi les alternatives qui existent pour vivre différemment et moi ce que j'aime bien aussi c'est d'être un peu facilitateur et de tisser des liens entre les personnes. C'était un peu ça aussi l'intention du défi sobriété heureuse, voilà, c'est de montrer que sur telle commune, il y a des acteurs engagés, il y a des habitants qui ont envie de faire des choses, il y a une commune dynamique. Et donc nous, on a essayé de tisser ces liens et maintenant, on va laisser les choses faire, on va laisser les choses évoluer par elles-mêmes et voilà, on espère que ça puisse continuer sans nous. T'as semé des graines. Voilà, exactement. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Tu m'as pas demandé ce que j'avais fait pendant mes dernières vacances. Qu'as-tu fait pendant tes dernières vacances? Effectivement, tu étais en congé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, très bonne question. Pendant mes vacances, moi, je suis un grand passionné de vélo et du coup, j'ai testé cette année de faire un joli périple à vélo. J'ai retrouvé un copain, on s'est retrouvé à Montpellier et on est parti direction le nord vers Clermont-Ferrand. On avait une semaine devant nous et on a fait un beau voyage à vélo à travers les Cévennes et tout ça et on était en autonomie parce qu'on avait pris la tente et tout ça avec nous, donc on dormait dans des campings le soir. Et du coup, ça m'a appris un petit peu un rythme différent de voyage. Jusque-là, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'aller dans des destinations et de profiter de la destination. Et là, l'objectif du voyage, c'était pas la destination, c'était le trajet en lui-même. Et ça permet de voir les choses différemment, de prendre le temps, d'observer différemment la nature. Voilà, en faisant du vélo, on n'évolue pas à la même vitesse que quand on prend la voiture.
Et puis voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à faire du vélo aussi, donc ça a été un plaisir de rouler dans ces beaux paysages et de se dépasser aussi parce qu'on a fait quelques belles journées où on a fait plus de 100 kilomètres. On était un petit peu au bout à la fin de la journée, mais c'est ça qui est encore plus valorisant et on se trouvait en plus des campings sympas où on était en bord de rivière, donc on allait se rafraîchir dans la rivière parce qu'en plus il faisait canicule quand on l'a fait. Et c'est encore plus valorisant et encore plus agréable de faire un bain dans la rivière une fois qu'on a fait 100 kilomètres de vélo que juste quand on arrive au camping comme ça. Eh bien, merci pour ce partage. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Un message que tu aurais aimé transmettre? Quelque chose que tu aurais aimé dire que tu n'as pas eu l'occasion de partager encore? Non, il n'y a rien qui me vient. On termine avec le portrait chinois. Allez. Tu te rappelles de ce que c'était si tu étais un plat, lequel serais-tu? J'ai mis une tartinade végétale. Donc c'est pas par hasard que j'ai mis ça. C'est donc une tartinade végétale, c'est un comme du houmous, quelque chose qu'on mange généralement à l'apéro, qu'on tartine sur du pain ou qu'on peut manger avec des carottes en trempant des carottes ou du concombre dedans. Et parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est le sujet de l'alimentation végétale, ou montrer qu'on peut avoir des alternatives savoureuses et goûtues pour manger moins de viande. Et j'ai animé un atelier tartinade végétale avec Benescope. Justement, on organise des ateliers régulièrement à l'épicerie. Et donc j'avais sensibilisé et montrer comment confectionner des tartinades végétales. Donc à base de légumineuses en fait. J'ai fait une petite fiche recette où chacun peut élaborer sa propre tartinade végétale en partant de légumineuses. On mélange avec un légume, on peut mettre des herbes pour assaisonner, des épices, un peu de citron pour l'acidité, et voilà, et chacun peut faire sa propre tartinade. Donc voilà, c'est ma recette coup de cœur. Ok. Si tu étais un livre, à part celui peut-être de Timothée Faric, ou c'est peut-être celui-là que tu vas nous citer? Non, c'est pas lui, mais c'est en lien. C'est le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Paresse pour tous, d'Adrien Klent. Et c'est un livre, donc c'est l'histoire d'un économiste qui se présente à l'élection présidentielle de 2022, et son programme électoral, c'est de réduire le temps de travail à 15 heures par semaine. Donc passer de 35 heures à 15 heures, donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et donc il montre, lui, que c'est quelque chose de possible, que c'est réalisable. Donc c'est pas une fiction? C'est une fiction, enfin, parce c'est que une proposition en tout cas oui, c'est une proposition, et voilà, et derrière il y a un travail de recherche et tout ça. Et donc l'idée derrière le livre aussi, et ce qui me parle moi beaucoup, c'est de remettre en question notre rapport au travail, et voilà, de pas consacrer toute notre vie à notre travail, mais qu'il y a aussi des choses à côté qui sont importantes. Et moi ça a encore alimenté ma réflexion là-dessus, mais ouais, c'est un livre que je recommande, qui est du coup une fiction, mais basée sur la réalité. Voilà. Donc ça se passe du coup pour l'élection présidentielle de 2022, donc un petit peu en anticipé, où il y a les vrais autres candidats, et donc le candidat Émilien Long, il s'appelle, qui vient se présenter à cette élection. Voilà, je vous laisse découvrir si le programme a fonctionné ou pas. Si tu étais un dicton ou une devise, un proverbe? Eh ben, c'est un grand philosophe qui a dit ça, je crois. C'est « Il en faut peu pour être heureux ». Voilà. Vous aurez la référence. Si tu étais un film? J'avais dit Problemos. C'est un film avec Éric Judor. Alors, j'aime beaucoup Éric Judor. C'est sur une ZAD qui se constitue pendant une pandémie. Là, il y a une ZAD qui est faite dans un coin de campagne, et ça montre un petit peu les conflits qu'il peut y avoir entre différents habitants entre les différents habitants de la ZAD, qui sont très caricaturés, mais voilà, c'est assez rigolo. Et donc Éric Judor, c'est quelqu'un de la ville
qui arrive dans cette ZAD très écolo. Et forcément, ça crée un décalage entre lui qui a besoin de sa connexion 5G et tout ça, et les écolos assez radicaux. Voilà. Ok, c'est un film récent? Ça date d'il y a une dizaine d'années, je pense. Voilà. Ok. C'était avant le Covid, mais Oui, du coup, comme tu parles de ça parle d'une pandémie, Ouais. donc ça Ok. a fait pas mal réflexion. Et si tu étais un super-héros, Florian? Alors, c'est pas tout à fait un super-héros, mais j'ai dit Robin des Bois, parce qu'il vole aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Il va pas forcément dans le sens de la loi, mais il fait les choses qui lui paraissent justes. Moi, ça m'inspire aussi de dire... la loi telle qu'elle est actuellement, elle est pas forcément... ou le cadre dans lequel on vit, il est pas forcément juste si on pense à l'environnement ou aux humains qui sont pas forcément bien traités. Et des fois, il faut oser aussi se rebeller. Alors, j'incite pas à aller complètement contre la loi, mais voilà, il faut oser aussi dire non et voir les choses différemment. Ben écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Florian pour ta participation. Merci à toi. Et puis merci pour votre écoute. J'espère que le parcours de Florian vous aura inspiré. Où est-ce qu'on te retrouve, Florian, si on a envie de te contacter? Comment on fait? Par mail, par exemple, sur mon adresse du sitcom qui est chabaud, CHABAUD, @sitcom40.fr. Et sinon, vous pouvez me rencontrer à Benescope les mardis soirs et les samedis matins, où je viens faire mes courses aussi. Et est-ce que c'est toi qui tiens les permanences? Parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais vous, à tour de rôle, c'est vous qui gérez les habitants, les permanences de la de la petite épicerie. Ouais. Tu n'y es pas tout le temps? Non, c'est pas toujours moi, mais de temps en temps, c'est moi. Donc, on peut t'y retrouver. Vous pourrez me croiser, ou alors je serai juste là en train de faire mes courses. Souvent, on reste assez longtemps à l'épicerie parce qu'il y a toujours des gens avec qui discuter, donc il y a moyen que j'y sois. Ok. En tout cas, on remettra le mail en barre dans la description. Et puis, accessoirement, si tu es sur LinkedIn, pour ceux qui aimeraient aller LinkedIn aussi, peut-être se connecter sur les réseaux. Ok. Pas d'Insta? Non. Pas de Facebook? Bon, non. Mais le sitcom, par contre, a une page Insta et une page Facebook? Oui, c'est ça. Instagram et Facebook, et le site internet sitcom40.fr aussi pour voir un peu toutes nos actions, et notamment pour avoir plus d'informations sur le défi sobriété heureuse. Oui, parce qu'il y a des onglets spécifiques pour ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.